Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par Bibouda. Comme tous les mardis à 20h30, Bibouda diffuse en live des webinaires avec des auteurs et des sujets différents. Et ce soir, nous allons parler de cohérence cardiaque. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Rainer, Emma et Sébastien. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Bien. Bien, bien. Magnifique. Alors, ce soir, vous allez donc parler de cohérence cardiaque et dans un premier temps, ce qu'est la cohérence cardiaque, pour enfin nous expliquer en quoi cette méthode peut être utilisée au quotidien pour améliorer la gestion de notre stress et de nos émotions, et ce, pour nourrir une meilleure relation, surtout avec nos proches. Je vous laisse vous présenter. Je vous retrouve du coup pour les questions à la fin. Sur ce, bon webinaire. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, donc bonsoir aussi de ma part. Moi, c'est Rainer Krut et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me connaissent déjà, qui ont déjà suivi des webinaires ou même des méditations qu'on a fait pendant le confinement. Donc, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent pas encore, donc je suis allemand et j'ai la chance d'être marié avec une Française qui me permet donc de parler aussi votre langue. Et bien que je suis responsable pour Hartmut Deutschland, j'ai un amour pour la France et la langue française. Donc, je suis très heureux aussi de pouvoir, ensemble avec Bibouda, de faire des webinaires et d'apporter la cohérence cardiaque méthode Hartmut en France. J'ai travaillé longtemps dans l'automobile jusqu'à 2005 et j'ai arrêté ce travail dans l'automobile parce que je sentais que il y a quelque chose qui manque. J'ai besoin de quelque chose d'autre qui me nourrit d'une autre façon, d'une autre manière. Et après, je suis allé dans une complète autre direction. J'ai fait une formation d'ostéopathe, j'ai fait une formation de naturopathe. Et j'ai quand même très vite eu l'impression que le monde entreprise me manque parce que j'ai bien aimé comme travailler avec des personnes. Je suis quelqu'un de très social. Et en même temps, j'avais l'impression il manque, quelque chose il faut apporter quelque chose de nouveau dans ce monde, car la façon dans laquelle on vit dans le monde automobile, dans le monde industriel, n'est pas toujours très humain. Et donc, j'ai cherché des méthodes qui permettent à mieux gérer aussi, je dirais, des aspects humains, des aspects émotionnels dans le quotidien. Et là, à ce moment-là, je suis tombé sur un livre qui a changé ma vie, en fait. C'est le livre de David Servan-Schreiber, le livre Guérir. Peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent déjà ce livre. Et c'est par ce livre que j'ai découvert la méthode Hartmut en 2005. Et au fur et à mesure, j'ai appris d'abord la méthode pour moi-même, l'appliquer pour moi-même personnellement, ensuite en travaillant avec d'autres. Et depuis 2010-2012, on est en train de élargir notre travail et vraiment faire connaître Hartmut en Allemagne, dans les pays germanophones, ensemble avec les collègues du Pays-Bas aussi, et aussi plus en plus vers la France. Donc, c'est un petit peu mon parcours et je vais vous introduire dans quelques instants un petit peu dans ce qui c'est la cohérence cardiaque et pourquoi peut-être c'est un petit peu plus que juste respirer devant un écran. Mais avant de faire ça, je suis très heureux d'accueillir aussi avec vous ce soir mes invités Emma et Sébastien. Et Emma et Sébastien, je vous laisse vous présenter vous-même. Oui. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais prendre la parole. Oui, merci Rainer. Donc, alors je vais prendre la parole pour nous deux parce que, comme Emma a coutume de dire, on est un peu comme les écureuils tic et tac avec des parcours relativement similaires. Donc, tous les deux, on est psychologues de formation. Emma ayant plus un parcours entreprise et RH et puis moi un parcours un peu plus clinique et social. Et aujourd'hui, alors tu disais que tu étais allemand, mais voilà, on est très internationaux, parce que Emma est anglaise, je suis français, on vit en Suisse. Et dans notre travail aujourd'hui, on a deux axes principaux. D'une part, on travaille beaucoup et on est assez spécialisé sur la gestion des émotions, la gestion du stress, et puis les problématiques de burn-out, beaucoup, en grande partie en lien avec le monde du travail. Et puis on a une autre partie de notre activité importante qui sont les travails de thérapie de couple. Voilà. Et en thérapie de couple,
On a un format de travail un peu particulier, il faut qu'on le dise, mais ça prendra du sens peut-être après dans les explications. C'est qu'on ne fait pas de séance très régulière dans le sens une par semaine ou quelque chose comme ça. Nous, on reçoit les couples sur 2 jours intenses, en privé avec nous, et puis on travaille vraiment avec eux sur leur système nerveux, sur créer vraiment plus de connexion. Parce que ce qui nous drive le plus, ça rejoint ton besoin d'humaniser un peu le monde. Nous, il prend la forme de développer des meilleures qualités de connexion et la capacité à rentrer en relation d'essence à essence. Donc, le couple étant un bon point de départ pour travailler là-dessus. Tout à fait, super. Et donc, là, chers spectateurs, vous allez voir tout de suite pourquoi on a invité Sébastien et Emma ce soir, car on va parler des couples, le noyau social, couple et famille, et qui en fait, quand on regarde la cohérence cardiaque, on commence par la cohérence personnelle, mais très vite, ça devient la cohérence sociale. Donc, nous avec les autres, et là, avec les personnes avec lesquelles on partage beaucoup de temps, c'est en couple, et c'est en famille, et c'est pourquoi on trouve très important de vous présenter comment on peut appliquer la cohérence cardiaque en couple et famille. Et Sébastien et Emma sont des super spécialistes pour ça, parce que je les ai formés il y a 1 an et demi pour devenir coach HeartMath, mais ils ont aussi toute une approche beaucoup plus globale, et on va en parler un petit peu, comment ils intègrent la cohérence cardiaque dans leur travail avec les couples. Mais avant on entre dans ça, donc je propose de faire juste une brève introduction sur ce que c'est la cohérence cardiaque et comment HeartMath voit la cohérence cardiaque. Donc, j'ai préparé quelques slides pour vous. Et j'aimerais commencer avec un petit schéma. J'ai déjà présenté ce schéma dans un autre webinaire, et je trouve ce schéma aussi très intéressant au point de vue du couple. Là, c'est marqué réussir dans sa vie, et j'aimerais bien qu'on définisse la réussite ou réussir de façon très très large. Donc, être heureux dans son couple, avoir un bon vie de couple, avoir une bonne relation avec aussi ses enfants, sa famille en sens plus large, pour moi, ça fait partie d'une grande réussite. Et qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans sa vie et réussir dans les relations? C'est notre comportement. Notre comportement impacte complètement si on réussit ou pas. Si on prend pas le temps à parler ou à passer du temps en couple, ça va être difficile d'avoir un couple qui marche bien. Donc, tout ce que je fais a un impact sur la façon dans laquelle je vais réussir ou non. Et de quoi dépend notre comportement? Notre comportement dépend directement de notre pensée. Si je pense quelque chose va m'aider à obtenir un certain résultat, je serai beaucoup plus motivé à y aller. Et si je pense que de toute façon ça marchera pas, j'aurai beaucoup plus de mal à me motiver. Donc notre pensée impacte notre comportement. Et si vous avez déjà essayé autrement, moi, quand je travaillais encore chez Peugeot, j'ai toujours essayé à changer mes pensées. Et je pensais, si je change mes pensées, si j'arrive à me penser optimiste, si j'arrive à me penser, avoir des pensées positives, ça changera mes sentiments. Mais moi, je n'ai pas réussi par la pensée à changer mes sentiments. Je suis resté très inquiet sur les résultats. J'ai toujours vécu avec beaucoup de stress dans le monde automobile avant de connaître donc la cohérence cardiaque. Notre pensée dépend fortement de nos sentiments. Donc, on pourrait croire qu'on impacte nos pensées, nos sentiments par nos pensées, mais comme le dit David Servan-Schreiber dans son livre, notre corps est beaucoup plus proche de notre cerveau émotionnel que notre raison, donc notre cortex. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile à gérer nos sentiments par notre corps et pas par les pensées. Et tous ceux d'entre vous qui connaissent la peur savent que c'est très, très, très difficile de sortir de la peur juste en essayant de se penser plus calme. Donc, nos sentiments ont quelque chose en dessous.
Et ce qu'il y a en dessous de nos sentiments, ce sont nos émotions. Il y a différentes façons de définir sentiments et émotions. Une définition qui est très intéressante, c'est celle de Antonio Damasio. Antonio Damasio dit, quand on a, par exemple, peur, la peur, c'est une émotion, c'est quelque chose qui se passe dans notre corps. C'est un état physiologique. Vous vous souvenez peut-être la dernière fois que vous avez eu peur, il y a beaucoup de changements dans votre corps. Donc, vous commencez à respirer plus vite, il y a une tension dans le corps, le cœur bat plus vite, la tension monte. Donc, tous ces aspects qui se passent dans le corps. Donc, ça, c'est l'émotion. Et chaque émotion est différente. Donc, quand vous êtes amoureux, par exemple, vous avez aussi une émotion, mais qui a d'autres aspects physiologiques que quand vous avez peur. Et ce que vous ressentez après, ce sont vos sentiments. Mais pour avoir un sentiment, il faut avoir quelque chose à ressentir. Et ce que nous ressentons, c'est ce qui se passe dans notre corps. Donc, notre physiologie est à la base de nos émotions, de nos sentiments, de notre pensée et finalement dans la réussite dans notre vie et aussi beaucoup dans nos couples. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe dans notre corps si on veut se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour réussir réussir mon couple et ce que j'ai écrit dans le texte d'invitation, c'est que quand on parle avec des thérapeutes de couple, très souvent la gestion des émotions est un très grand problème. Et je pense Emma et Sébastien pourront nous dire un petit peu plus plus tard. Donc voilà, si on a ça en tête, on comprend pourquoi il faut passer aussi par le corps pour améliorer sa vie de couple. Commençons à créer des émotions dans notre corps. Donc là, c'est une image, on va un cerveau et on voit qu'il y a un chien qui est par terre et l'information de ce chien passe par les yeux, donc par les sens dans le cerveau. Et il passe par un chemin très lent, donc ce qu'on appelle slow track, donc c'est un chemin très lent qui va dans le cerveau en haut, donc la partie la plus jeune de notre cerveau, le cortex, et on a une prise de conscience, donc on voit ce chien, on prend conscience, là il y a un chien. Ensuite, cette information va vers l'amygdale. L'amygdale, c'est notre mémoire émotionnelle. Donc, toutes les expériences qu'on a eues, et surtout ceux qui ont été accompagnés par une émotion forte, sont stockés dans l'amygdale. Et l'amygdale compare l'information qui entre dans le cerveau avec les mémoires. Et si, par exemple, une personne avait déjà eu une expérience négative avec un chien, l'amygdale alerte tout le système. Donc, ce qui se passe, c'est que l'information arrive à l'amygdale et donc l'amygdale, quand on a déjà été mordu par un chien, par exemple, elle dit « Ah, attention, chien, c'est dangereux » et l'amygdale tout de suite active la réaction de stress. Et ce qui est important de savoir, il y a non seulement ce chemin lent, donc je prends conscience qu'il y a un chien et ensuite il y a l'émotion, il y a un chemin beaucoup plus rapide entre ce lieu thalamus où l'information entre et l'amygdale. Et la prise de conscience inconscient, donc ici, ce qui se passe ici, c'est plus vite que de prendre conscience qu'il y a un chien. Donc, on a déjà une réaction de stress avant de prendre conscience de ce qui se passe. Mais on se rend pas compte de cet espace de temps parce que c'est quelques centaines de millisecondes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que on a une réaction physiologique avant même de comprendre de ce qui se passe. C'est aussi, peut-être vous avez déjà fait l'expérience quand on sursaute. Tout d'un coup, il y a une réaction et une réaction physique et ensuite on se rend compte de ce qui se passe. Donc, et quand notre corps est dans un état de stress,
on n'a plus vraiment accès à notre raison. Et là, surtout dans les moments où on a peur ou dans les moments, dans des conflits où on est en colère, on commence à dire des choses qu'on n'aimerait pas dire ou qu'on regrette après. Mais parce qu'on est dans un état de stress, en fait, une partie de notre cerveau là-haut est arrêtée. Donc, on réagit d'un cerveau, on dirait inférieur, qui n'a pas toutes les capacités. Et donc, ces modèles est valable pour des moments où on a eu peur, mais c'est aussi valable pour toute autre expérience négative. Et c'est pourquoi des fois, un regard d'un conjoint peut suffire pour provoquer une réaction émotionnelle en nous. Et donc, il faut avoir conscience que notre corps est très fort et on ne peut pas aller contre notre physiologie. Et toute cette réaction physiologique est gérée par le système nerveux autonome. Donc, c'est en quelque sorte notre système d'exploitation interne et on a l'accélérateur, le sympathique, qui est activé quand nous sommes actifs et qui gère aussi la réaction de stress qui est de fuir ou de se battre. Et c'est ce système-là qui permet la survie. Mais en même temps, quand il faut gérer la survie, on cherche pas les mots justes. On cherche pas la finesse dans les mots. C'est tac, c'est dur, c'est ferme, comment dire, ça peut être rude. Ça peut être rude parce que c'est pour survivre. Et un mode de survie, c'est très souvent très égoïste. Donc, j'essaie de me protéger et je ne regarde plus ce qui se passe autour de moi et les autres personnes qui sont concernées dans la situation. Et une deuxième partie dans le système d'exploitation, dans le système nerveux autonome, c'est le parasympathique. Le parasympathique, il agit comme un frein intérieur. Donc, il est là pour nous calmer et aussi pour faire en sorte qu'on regagne de l'énergie, parce que le sympathique, il dépense l'énergie par l'activité, par le stress, et le parasympathique est là pour nous faire gagner de l'énergie. Et ce qu'il faut apprendre, c'est dans les situations où on a l'impression la réaction de stress, la colère, l'angoisse n'est pas vraiment juste, n'est pas vraiment adaptée. Il faut apprendre à appuyer sur le frein intérieur. Et très souvent, on a perdu cette capacité ou on l'a jamais vraiment appris déjà en tant qu'enfant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose déjà, Emma et Sébastien? Oui, on pourrait mettre l'emphase, en tout cas, ou insister fortement sur ce que tu viens de dire, qui, nous, dans nos pratiques, s'est révélé particulièrement juste, genre sur le terrain, à observer. C'est que si on revient pas à la physiologie, si on ne revient pas au corps et au système nerveux en particulier, effectivement, après, on va galérer. Ouais. Concrètement. La gestion des émotions va être très compliquée, laborieuse, et changer nos pensées, n'en parlons pas, parce que finalement, nos pensées, on se rend bien compte au fil du temps qu'elles sont, en anglais, il y a quelqu'un qui nous dit c'est 99% de bullshit, c'est-à-dire de conneries, parce que presque tout n'est que l'expression d'une réaction de notre corps au fond. Et quand on réintègre le corps, on voit vraiment, depuis qu'on le fait, c'est impressionnant, que ce soit en thérapie de couple, en coaching individuel et autres, c'est impressionnant. Le pouvoir de transformation que ça a, au-delà du blabla, des mots et de la psychologie classique, on va dire, qui est très verbale et mentale. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça aussi, on a de plus en plus aussi des psychologues, des psychothérapeutes qui viennent nous voir, qui viennent dans nos formations, parce qu'ils disent effectivement, cette notion introduire le corps et d'une façon très palpable pour le patient, c'est très important. Et on va tout de suite voir pourquoi c'est très palpable, très clair et très facile à appliquer pour le patient.
Donc, le système nerveux autonome gère des réactions. Et là, en fait, c'est un résultat, en fait, dans une étude qui est faite au système, à l'Institut Dartmouth. Il y a un homme qui a participé à une étude et pendant cette étude, cet homme a porté un petit capteur qui a enregistré le ECG pendant 24 heures. Et pendant ces 24 heures où il a porté ce petit capteur, il a pris aussi note de ce qui s'est passé pendant la journée. Et donc là, ce qu'on va au début ici, à minute 0 jusqu'à les 10 premières minutes, il est dans la voiture, c'est la femme qui conduit, il est à côté. Et tout va bien. Et à la minute 12, il écrit dans son journal donc que sa femme a dit quelque chose qui l'énervait. Et donc, ce que vous pouvez observer de ce qui se passe, c'est que il y a une forte augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, il a démarré ici vers 60, le monsieur, et ensuite, ça montait jusqu'à 90. Et on a l'impression ici, c'est vraiment comme ça s'accélère fortement jusqu'à 140, 150. Donc, vous vous rendez compte, 140, 150 de fréquence cardiaque, c'est quelque chose quand on court assez rapidement ou qu'on marche très très vite dans la forêt par exemple. Mais là, il est assis et ça dure pendant 20 jusqu'à 35, 15 à 20 minutes. Et c'est vraiment, je pense, une très forte colère. Après, ça se calme un petit peu. Néanmoins, la fréquence cardiaque, elle reste élevée. Elle reste autour de 100 et après autour de 90. Mais il a démarré à 60. Donc, vous voyez déjà, il y a une très grande différence. Et si ici, à la fin, à minute 60, on lui pose la question, et maintenant, comment tu te sens maintenant? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va répondre? Tout va bien. Et je pense qu'il le pense. Mais le corps parle toute une autre langue. Et si ici, sa femme redit quelque chose qui pourrait l'énerver, on peut vraiment s'imaginer ce qui se passe par la suite. Donc, quand le corps a une forte réaction, mais forcément, on ne peut pas juste travailler sur le mental si le corps est complètement en système d'alerte, parce que quand le corps est en alerte, tout ça a une influence sur nos réactions. Donc, le cœur est vraiment un radar émotionnel. Ici, on le voit par une différence de fréquence cardiaque. Pardon. Mais il n'y a pas que la fréquence cardiaque, le niveau de fréquence cardiaque qui montre un changement d'émotion. On a quelque chose qu'on appelle la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque est quelque chose qui comment dire, la différence en temps, les intervalles entre les battements de cœur consécutifs sont différents. Donc, notre cœur est sans cesse en train d'accélérer et de freiner, d'accélérer et de freiner. Pendant la journée, pendant la nuit, 24 heures sur 24, si on est assis, si on bouge, le cœur est tout le temps en train de s'adapter. Quand on est dans un équilibre intérieur, quand on a vraiment un bien-être intérieur, un bien-être émotionnel, ça se passe vraiment presque comme une courbe de sinus. Donc, on accélère, on freine, comme dans la courbe bleue. Ou si, et on va parler, si on active ce schéma activement. Mais quand on est frustré, par exemple, ou quand on est plein de soucis, quand on est triste, ce n'est plus le même schéma. Donc, c'est plus le schéma bleu, mais c'est le schéma rouge. Et là, si vous comparez les battements de cœur moyens, ici, dans la courbe bleue, on a un battement de cœur moyen de 70 battements par minute. Et dans la courbe rouge, si on met la ligne du milieu, ça aussi autour de 70 battements par minute. Donc, ce qui montre bien là, c'est pas le niveau de fréquence cardiaque qui montre un changement. Si on prenait juste le pouls, si on comptait les battements par minute, on dirait
tout va bien, c'est 70. Or, le corps parle complètement différemment si la courbe est en rouge ou si la courbe est en bleu. Et en fait, c'est ça la grande découverte de l'Institut Hartmus qui était publié dans les années 90 dans le American Journal of Cardiology, que le rythme cardiaque, le schéma du rythme cardiaque est complètement influencé par nos émotions. Et la bonne nouvelle, c'est que on peut changer, et d'une façon assez facile, le schéma. Et pourquoi c'est important de changer ce schéma? Comme je disais auparavant, ce que David Servan-Schreiber a écrit dans son livre, c'est que le corps est beaucoup plus proche de notre cerveau émotionnel, et c'est non seulement que le cerveau émotionnel informe le corps, mais il y a beaucoup plus d'informations qui sont envoyées du corps vers le cerveau et surtout vers le cerveau émotionnel, et la plupart de les informations viennent de notre cœur. Et donc, si notre cœur envoie ce qu'on appelle incohérence à notre cerveau, entre autres à l'amygdale, donc notre mémoire émotionnelle, ça active ou renforce la réaction de stress. C'est non seulement que quand on vit un stress, que le cerveau informe le cœur de battre différemment, cette information est en même temps renvoyée vers le cerveau, et c'est un feedback, c'est un retour de feedback qui renforce la réaction de stress. Et en même temps, cette information incohérence qui est envoyée au cerveau fait en sorte que nous ne sommes plus capables d'avoir une pensée très claire. Donc c'est pourquoi, sous stress, on risque de dire des choses qu'on regrette après, on a du mal à prendre une bonne décision, et on est complètement éparpillé, et on a du mal à se concentrer. Si par contre, on réussit à changer ce schéma vers ce schéma-là est aussi transmis par le cœur vers le cerveau émotionnel. Et l'amygdale reçoit cette information comme tout va bien. Et quand l'amygdale reçoit l'information tout va bien, tu es en sécurité, l'amygdale arrête à déclencher la réaction de stress. Et en même temps, ici le thalamus, qui reçoit la même information, commence à bien synchroniser l'activité du cortex, et nous sommes à nouveau capables à une pensée claire et à prendre des bonnes décisions et à être beaucoup plus posé. Donc, quand on parle de gestion d'émotions, la première chose que nous avons à faire, c'est prendre conscience. Avec un peu d'expérience, on le sent, mais aussi on peut le mesurer, que notre corps est dans une situation d'alerte, donc le sympathique est activé, et donc d'accélérer sur le frein intérieur par une technique comme on va vous présenter tout à l'heure, ce qu'on appelle par exemple la respiration cardio-centrée, qui active en fait le frein intérieur. Et quand le frein intérieur, le parasympathique est activé, on le voit dans un changement du schéma dans le battement de cœur, et donc le schéma du battement de cœur redevient très régulier. Donc, toute l'idée de la cohérence cardiaque, c'est apprendre à changer le schéma du rythme cardiaque. Maintenant, on sait que quand on parle de cohérence cardiaque, on entend « je me mets devant un ordinateur et j'ai quelque chose qui guide ma respiration, parce que la respiration et les battements de cœur sont liés. Et quand je fais une respiration plus lentement et plus régulier, j'ai quelque chose, donc j'ai un impact sur les façons dans lesquelles le cœur bat. Et c'est vrai. C'est quelque chose qu'on appelle cohérence physiologique, parce que c'est attenu par la respiration profonde et moins rapide.
Et ça, c'est très bien. Et je serais très heureux si des personnes malades, quand on a une maladie chronique, on appliquait ça. Par contre, quand vous êtes dans une conversation ou dans un conflit avec un conjoint ou une conversation difficile avec un enfant, c'est souvent très difficile d'ouvrir un ordinateur et de commencer la respiration devant l'ordinateur. Donc, il faut d'autres techniques. Et c'est tout ça, c'est tout l'univers HeartMoth, c'est pour apprendre aux gens de pouvoir réguler ses émotions dans chaque situation sans être dépendant d'un ordinateur. Et la définition de la cohérence qui donne HeartMoth, c'est un équilibre entre le corps, le cœur et les émotions. Et quand on est dans un état comme ça, on est beaucoup plus calme, on entre dans un calme intérieur, et c'est ce qu'on appelle la cohérence psychophysiologique. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose là, Emma ou Sébastien? Moi, peut-être après. J'aime beaucoup, merci d'insister sur le fait que la cohérence, c'est pas juste suivre une petite bille sur un écran ou autre, parce que nous intéressons de fait au cœur, mais pas uniquement en termes d'image, enfin de métaphore. C'est un monde absolument fascinant, et je me rends compte que la cohérence dans la pratique, quand on le fait régulièrement, permet non seulement de se réguler, mais de mieux se connecter aux autres. Et finalement, on rejoint la médecine chinoise qui va décrire le cœur comme le chef d'orchestre, y compris pour la santé de l'ensemble des autres organes, sur les rythmes internes. Enfin, c'est un monde absolument bien plus vaste que simplement réguler son stress. Donc, merci d'avoir un peu ouvert cette porte-là. Oui, tout à fait. Et comme tu viens de le dire, on communique même par notre cœur. Et je reviens vers ce slide. Ça, c'est juste une partie de l'électrocardiogramme. Et donc, l'électrocardiographe. Et donc, il y a une électricité dans notre cœur. Et chaque fois que le cœur pompe, c'est par une électricité qui est provoquée ce mouvement. Et de ça, le cœur produit un champ magnétique. Et on a pu mesurer ce champ magnétique à 1 ou 2 mètres de distance d'une personne. Donc, ça entoure une personne. Et par ce champ magnétique du cœur, on transmet des informations. Et vous avez peut-être déjà fait l'expérience. Vous entrez dans une pièce. Vous voyez pas les visages, vous entendez pas grand-chose, mais vous sentez, oula, il y a la tension ici. Et ce que vous ressentez, c'est ce qui se passe dans ce champ électromagnétique des différentes personnes, car le champ électromagnétique, c'est comme une onde porteuse. Qu'est-ce que ça veut dire, les ondes porteuses? Quand vous branchez votre radio à une certaine station, 107,3 par exemple, 107,3, cette fréquence-là, c'est une onde porteuse. Et sur cette onde porteuse, on met la musique, les nouvelles et tout ça. Et donc, le champ électromagnétique du cœur est une onde porteuse qui porte ce que nous ressentons à l'intérieur vers l'extérieur. Et quand on regarde les différentes fréquences dans ce champ électromagnétique du cœur qui sont transmis vers l'extérieur, on regarde de plus près. Quand on est frustré, quand on a un battement de cœur incohérent, ce champ électromagnétique du cœur a aussi une structure très incohérente, très chaotique. Or, si on est dans un état de cohérence, ce champ électromagnétique du cœur se met en ordre. Donc, même si on dit, OK, bon, j'essaie de contrôler mes émotions, c'est-à-dire, j'essaie pas de les montrer vers les autres et j'essaie de sourire et tout ça, mais de jouer un jeu, mais on n'arrive pas. Et comme Sami Molcho, c'est un des pantomimes très connus qui dit, nous ne pouvons pas arrêter de communiquer parce que nous communiquons toujours par mime et par geste et nous communiquons aussi par le champ électromagnétique du cœur. Donc, il est vraiment très important que quand on parle de gestion des émotions, qu'on a toujours en tête, ça se passe par le corps.
Voilà. Donc, il faut toujours réfléchir sur ton couple, avec quoi j'ai nourri ce champ qui m'entoure et quel impact ça a sur ma relation de couple et sur mes enfants. Voilà un petit peu une introduction un petit peu plus longue que prévu dans ce que c'est la cohérence cardiaque, mais je trouve ça important quand même d'avoir une entente commune. Pourquoi maintenant on va parler, et Emma et Sébastien ont déjà commencé à parler, pourquoi le système nerveux et le corps est tellement important. Voilà, donc Sébastien et Emma, on peut couper. Parlez-nous un petit peu de votre expérience personnelle. Donc, comment vous avez découvert la cohérence cardiaque, comment vous avez intégré la cohérence cardiaque déjà dans vos vies personnelles, ensuite dans votre vie de couple, et après on regardera plus loin dans votre travail de thérapeute de couple. Okay. Moi, j'ai découvert la cohérence cardiaque grâce à Sébastien, parce que Sébastien utilise la cohérence cardiaque depuis un certain nombre d'années. Une petite dizaine d'années, oui. Et puis, ils m'ont parlé régulièrement, ils me parlaient régulièrement de la puissance de cet outil et de cette technique. Et puis, voilà, ça rentrait un peu par une oreille, ça sortait par l'autre. Et à un moment donné, dans la manière dont j'ai commencé à travailler avec des clients individuels, j'ai commencé vraiment à me spécialiser dans le burn-out, la prévention du burn-out, la gestion du stress. Et tout à coup, je me dis, mais Sébastien, on parle temps d'un outil qui semble-t-il est efficace et du coup je me suis penchée sur cet outil et j'avoue que ça a été un élément vraiment clé dans le fait de vraiment faire intégrer des choses qu'on peut traiter avec les mots dans le côté psycho-émotionnel, mais où souvent pour les personnes que qu'on accompagne, vu qu'on fait les deux, ça n'arrivait pas vraiment à atterrir dans le corps, on n'avait pas d'accès à la physiologie. Et on aime bien parler du fait qu'on travaille individuellement ou en couple. On parle toujours des 4 corps. On a un corps physique, on a un corps mental, on a un corps émotionnel et on a un corps énergétique. Et pour moi, la cohérence cardiaque, dans ma pratique, que ce soit individuelle ou maintenant avec les couples, où ça devient vraiment un élément central, c'était vraiment un outil, une technique qui permettait de vraiment aller nourrir les 4 corps par la porte du corps physique, de la physiologie. Et c'est crucial dans tout un travail à ce niveau-là. Oui, moi j'ai découvert effectivement la cohérence cardiaque un peu en autodidacte, à travers Servan Schreiber aussi. Et puis, ayant la chance de parler anglais, j'avais trouvé des choses sur HeartMath déjà à l'époque sur Internet, etc. Et au tout départ, honnêtement, je l'ai utilisé surtout pour moi. Alors, je m'intéressais déjà au stress. À peine fini mes études, j'avais même écrit un petit livre sur la maîtriser son stress. Donc, j'étais vraiment dedans. Mais quand j'ai découvert la cohérence, d'un seul coup, ça m'a amené quelque chose de vraiment opérationnel. Et sur lesquels je pouvais sentir l'impact. Et je dois avouer que pour un côté très pratique, ça m'allait d'autant mieux que ça ne me demandait pas de faire 45 minutes de zazen par jour, qui est très bien, qui développe d'autres choses. Mais sur le quotidien, voilà, je peine comme beaucoup à le faire. Et il me fallait une solution parce que la gestion du stress chez moi était toujours quelque chose d'assez challengeant. Donc, c'est venu comme ça. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure des clients que je rencontrais, voyant les effets positifs sur moi, j'ai commencé à l'introduire. Et une fois l'obstacle de trop de simplicité dépassé, parce que c'est tellement simple que souvent les gens ne prennent pas assez au sérieux. Oui, c'est vrai. Une fois ça dépassé, effectivement, c'est comme si la majeure, comme j'étais très concentré sur la gestion du stress et des émotions, mais vraiment les séances passaient à une autre dimension. C'est-à-dire que même dans une même première séance, on pouvait déjà commencer à dialoguer vraiment avec la personne et plus juste avec son système de réaction et de défense. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'important comme découverte pour moi. Ouais. Et ça, je confirme le fait de pouvoir montrer, parce qu'on en parlé vraiment, mais on peut
avec des ordinateurs ou même avec des téléphones mobiles et des applications, on peut montrer le schéma du rythme cardiaque sur l'écran. Déjà, ça, c'est une prise de conscience très intéressante parce que moi, j'ai aussi fait l'expérience. On demande aux gens, mais comment tu te sens? Et les gens disent, très bien, je me sens vraiment bien. Après, tu les branches, tu montres leur rythme cardiaque, mais le cœur parle une langue complètement différente. Et c'est pour ça, c'est très intéressant aussi d'avoir cette différence entre émotion, donc ce que le corps dit, et le sentiment, parce que j'ai l'impression, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus connectés à leur corps et à leur cœur, et donc qui arrivent plus vraiment à sentir ce qui se passe, qui n'ont plus cette idée que finalement ils sont beaucoup plus stressés qu'ils pensent. Donc déjà le fait de pouvoir mesurer, ça a un impact très fort, tout à fait. Et recadrer beaucoup de choses, parce que non seulement il y a une coupure, mais qui se traduit beaucoup par une forme d'anesthésie, finalement. Oui. Et une fois qu'on passe ça, on peut même et grâce à ces outils, justement, qu'on utilise, que c'est tellement parlant pour les gens d'un seul coup de voir, parce qu'ils ne font pas forcément confiance d'emblée. Donc de voir, ça apporte quelque chose, et de recadrer énormément de choses, de pouvoir leur dire effectivement ce que là, typiquement, si on demande à quelqu'un comment il se sent, ça s'arrête, je pense, pour la majeure partie d'entre nous, ça va pas. Ouais. Si on commence à demander, ok, mais plus spécifiquement, si je vous donne par exemple peur, joie, colère, tristesse, qu'est-ce qui est le plus fort? Déjà, il y a peut-être à peine la moitié des gens qui vont pouvoir pointer spontanément une émotion un petit peu plus précise. Et du coup, de fil en aiguille, ce manque de précision ou de connexion fait qu'on ne sait même pas comment naviguer dans sa vie pour se ressourcer, par exemple. Oui. Donc, typiquement, moi, j'aime beaucoup streamer une bonne série sur Netflix, mais je sais maintenant que c'est pas ça qui me ressource. Ça peut me faire plaisir, je crois que ça me fait du bien, mais si je me mesure, je vais voir qu'au niveau physiologique, je suis pas du tout en train de me régénérer. Mmh. Et ça, et plein d'autres choses. Tout à fait. Qu'il faut recalibrer. Et la cohérence, plus on la pratique, j'observe, pour moi, mais chez d'autres praticiens réguliers, on devient petit à petit beaucoup plus fin parce qu'il y a cette reconnexion entre la tête et le cœur. Tout à fait. Et on décrypte les signaux qui sont bons pour nous nettement plus aisément. Tout à fait. Et c'est vrai, c'est là où le biofeedback est très intéressant parce que ça m'aide à apprendre à nouveau à mieux me connaître. Et donc, l'idée, parce que là, on reparle, donc finalement, on utilise un ordinateur. Oui, on utilise un ordinateur ou un smartphone pour voir est-ce que ce que je fais, donc la respiration cardio-centrée par exemple, est-ce que ça me met dans un état de cohérence? Parce que ça, c'est mon objectif quand même. Est-ce que ça marche pour moi? Et quand je fais cette expérience, non seulement sentir, mais voir aussi sur l'écran, j'ai confiance que quand la prochaine fois j'ai fait ça dans ma voiture, quand je suis en train de conduire, je me sens stressé parce que j'ai un rendez-vous, ou quand je vais dans le bureau de mon chef et j'ai fait cette technique, je sais que ça marche. Donc on devient très confiant j'ai le pouvoir de faire quelque chose. Mais après, ce qui est très important, de ne pas être dépendant en fait d'un ordinateur. C'est pour ça, on insiste vraiment sur le fait que il faut apprendre des techniques qu'on peut utiliser dans n'importe quelle situation. Donc, quand vous travaillez avec vos clients, donc racontez-moi un petit peu, à nous un petit peu. Donc, vous faites une séance une fois par semaine, donc vous avez une approche qui est très différente. Donc, racontez-nous un petit peu quelle est votre approche, comment vous faites et comment vous intégrez donc le travail avec le corps et le cœur là-dedans. Tu veux démarrer? Donc, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, dans les travails qu'on faisait individuellement, on s'est très vite rendu compte, en 1-1, on s'est très vite rendu compte que si on n'intégrait pas la dimension du corps, on pataugeait. Et je dirais que quand on a commencé d'abord à le faire pour notre couple, à intégrer tout ça pour trouver une meilleure harmonie dans notre couple, et dépasser un certain nombre d'obstacles, on s'est aussi rendu compte que non seulement c'était valable pour un individu, mais c'est valable pour le couple, mais je dirais même plus que le couple, il amplifie un petit peu tout.
Donc, c'est encore plus crucial, finalement, d'intégrer ça au niveau du couple. Et d'autant plus que, sans exagérer, on se demandait, mais comment parler de ça facilement? Et la meilleure image qu'on ait, c'est de se rendre compte que vraiment l'humanité est divisée en deux. Il y a les tortues et les tempêtes de grêle. Les tortues et, pardon? Tempêtes de grêle. Tempêtes de grêle, ok. Et en disant ça, ce sont des images, mais pour exprimer finalement comment, physiologiquement, dans la relation, nos systèmes de survie ont tendance à s'exprimer chez tout le monde. Et pour faire simple, voilà, moi je suis une très bonne tortue. Ça veut dire que en tant que tortue, mon système de défense va être plutôt, on parlait du système nerveux autonome, hein, va être plutôt d'aller dans le nerf vague dorsal. Donc j'ai une aspiration de mon énergie, je me liquéfie un peu, je vais collapser, c'est le blanc. Il n'y a plus grand chose, je ventile. J'ai qu'une envie, c'est qu'on me foute la paix. Je vais aller me coucher ou aller m'isoler, mais je vais faire ma tortue, quoi. Je vais me retirer. Et il y a plus d'énergie. Et peu ou prou, je pense que dans tous les couples qu'on a pu rencontrer, soit on se reconnaît, soit on reconnaît l'autre. Il y en a toujours un qui joue ce rôle-là. Puis il y a la tempête de grêle. Alors voilà, forcément, si je suis tortue, voilà la tempête de grêle. En fait, ce que Sébastien n'a pas dit, c'est qu'en fait, le monde étant bien fait, les tortues et les tempêtes de grêle s'attirent mutuellement. Donc, en fait, 80% des couples sont composés d'une tempête de grêle et d'une tortue. Voilà, donc on peut dire que le monde est bien fait ou mal fait quand on est dans une logique de conflit avec son partenaire, parce que c'est deux mécanismes de survie qui sont complètement différents, notamment quand on parle de la réaction à la tension émotionnelle. Et la tempête de grêle, moi je suis tempête de grêle, et la tempête de grêle, elle va beaucoup utiliser le système sympathique comme mécanisme de survie et de défense quand elle est face à une tension émotionnelle qu'elle peut sentir avec quelqu'un avec qui elle est en relation, en rapport. Que ce soit un enfant, que ce soit son partenaire, que ce soit un ami proche, la tempête de grêle et comme la tortue, vont avoir deux mécanismes très différents dans la manière dont ils vont vouloir gérer la tension émotionnelle. La tempête de grêle, elle va monter en énergie, donc ça va plutôt être, j'ai une tension et j'ai vraiment besoin de l'exprimer, j'ai besoin de l'externaliser, et si je n'ai pas la capacité de le faire, ça va me faire encore plus monter en stress. Donc on est dans les tempêtes de grêle, voilà, si on ne peut pas décharger son stress, sa tension émotionnelle, parler du problème, on va macérer et la tension va augmenter. Par exemple, si j'ai un conflit avec mon partenaire le matin, je sais pas très bien, et qu'on n'a pas pu en parler et qu'on se retrouve le soir, j'aurais eu toute la journée pour faire monter mon stress, mariner dans ma tension émotionnelle. Alors que la tortue, elle, face à une tension émotionnelle, va, dans l'idéal, pour une tortue, ça va être, je veux surtout pas parler du problème. Donc, je veux garder l'harmonie dans le couple, et donc, l'idée d'une tension émotionnelle va plutôt faire tomber son énergie, plutôt que pour chez la tempête, ça va l'activer. Donc, le côté, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on discute, ça va pas, j'ai quelque chose à dire, voilà, ça va être un peu l'énergie tempête de grêle. Tortue, ça va être vraiment autre chose. Voilà, et c'est une danse parfaite. Et ce dont on s'est rendu compte avec la pratique, c'est que cette danse, quand on est dans cette danse-là, ce qui honnêtement est une grande partie du temps dans nos relations, hein, c'est valable en particulier dans le couple, parce que là c'est très visible, en tout cas de l'extérieur. Mais c'est valable dans tout type de relation, parce qu'on est câblé comme ça. Quand on est dans cette danse, il n'y a rien de créatif. Et on perd la connexion. Donc c'est une vraie souffrance, hein, et c'est un schéma qui se répète. Et du coup, il va falloir intervenir à ce niveau-là. Parce que du coup, toutes les histoires après autour, les mots qu'on se dit, le pourquoi, oui, mais elle m'a dit ça, puis j'en ai marre, parce que quand elle me parle comme ça, moi, ça me fait ci, etc. On peut faire des années de thérapie pour ça.
ça ne changera pas nécessairement comment notre système nerveux est câblé dans son système de survie, et ça ne nous apprend pas à réguler ça. Et c'est là où la cohérence cardiaque, entre autres, parce qu'il y a des choses aussi qu'on va utiliser concrètement, qui sont issues de la théorie polyvagale aussi, de différentes autres recherches, même sur des choses qui sont plus connues, hein, comme le mirroring, l'effet miroir du système limbique. Voilà, il y a différentes choses qu'on va utiliser concrètement quand on est en thérapie. Mais si on n'introduit pas un travail à ce niveau-là pour réguler les systèmes nerveux, en fait, on se perd. On est ensemble, on danse, et comme disait Coluche, c'est un numéro de cirque à deux. Il y en a un qui coupe les oignons, l'autre qui pleure. Et c'est un numéro de cirque parfait, dont on peut se plaindre toute notre vie. Et pour beaucoup, il n'y a pas la conscience, en fait, même la connaissance, que nous sommes radicalement différents dans la manière de gérer cette tension émotionnelle. Et du coup, il y a vraiment, déjà rien que le fait de savoir qu'on est radicalement différents, qu'on sera jamais pareil. Il y a vraiment une notion de compassion aussi pour l'autre et de compréhension pour l'autre qui peut se mettre en place. Parce qu'à ce moment-là, je suis plus en train de me plaindre que mon partenaire est pas comme moi. Pourquoi est-ce qu'il peut pas, voilà, si je reste dans un raisonnement de tempête de grêle, je vais pouvoir dire, mais pourquoi est-ce qu'il vient pas me parler d'un problème? Pourquoi est-ce que je dois tout le temps lui tirer les verres du nez parce que, pour avoir une réponse? Pourquoi les tempêtes de grêle ont un mode de réflexion qui va être un petit peu plus lent qu'une tempête de grêle? Donc pourquoi est-ce que je dois attendre aussi longtemps pour qu'il me donne une réponse à une question que je trouve simple? Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et quand on comprend que le partenaire est vraiment, c'est un autre univers, c'est une autre manière de processer l'information et de digérer l'information et de vivre l'émotionnel, alors à ce moment-là, on peut commencer à créer des ponts de compréhension entre les deux et on peut commencer à négocier des manières de mieux communiquer ensemble et de mieux faire, je dirais, de la place pour nos deux systèmes de fonctionnement différents. Mais la cohérence cardiaque reste clé pour aider chaque personne à se réguler avant qu'on rentre vraiment en discussion. Et typiquement, très concrètement, ça peut donner des stratégies comme on voit qu'on est activé, c'est-à-dire que tout tourne en rond, voilà, les mêmes histoires reviennent, et puis on le sait tous, hein, on n'a jamais résolu un vrai problème quand on est dans ces phases-là, parce que ça fait que répéter. Si à partir du moment où on le répète et qu'on a les deux conscience de ça, et parce qu'avant tout on est des partenaires, donc on va se mettre d'accord, que peut-être celui qui le repère peut faire stop, chacun peut aller faire de la cohérence cardiaque, et d'autant plus que certaines études disent même qu'il faut 21 minutes, je crois, quand on est activé comme ça pour désactiver le système d'alarme. Donc au moins une vingtaine de minutes. Ça veut dire que la cohérence cardiaque peut même accélérer ça, j'en sais rien du coup, mais il faut d'abord descendre d'un cran, il faut quitter le mode alarme. Et ensuite on va pouvoir redialoguer. Donc la cohérence, on va l'utiliser comme une fondation finalement pour pouvoir rester en connexion, être créatif, avancer, même si c'est douloureux, hein, ça ne veut pas dire que c'est agréable, mais en tout cas ne plus être un automate qui est juste assorti ses armes préférées et puis est en train de répéter la même histoire depuis toujours. Oui, tout à fait. Et je pense, tout ce qui concerne l'écoute, quand tu es aussi bien la tortue ou la tempête, tu veux pas écouter. Donc c'est vraiment la tempête veut s'exprimer et l'autre veut fermer ses oreilles, mais il y a pas d'écoute. Donc c'est pourquoi il faut effectivement, si tu sors pas de cet état-là, chacun c'est comme tu dis, c'est pour ça on répète, parce que on a l'impression que l'autre m'écoute pas, et parce que l'autre m'écoute pas, j'essaie encore rajouter une couche, j'ai rajouté et finalement ça mène à pas grand-chose. Je connais malheureusement aussi ces façons de communiquer aussi, et là je trouve le plus grand challenge, c'est comment vous faites ça, et de se dire ok, j'accepte, je me rends compte que ce jeu il se joue à nouveau, et
qu'est-ce qui peut motiver les gens maintenant de sortir de ces jeux? Parce que c'est aussi des schémas quand on a appliqué, quand on vit depuis 10, 20 ans, 30 ans en couple, ces schémas sont bien fondés et bien profonds. Comment on peut sortir de ces schémas? Parce que je vais peut-être juste répondre en première partie, mais la première, on change pas, on sort pas du schéma. Donc ça c'est important de déjà partir de ce postulat de base, c'est qu'on sort pas du schéma. La manière dont votre système nerveux a été câblé, et parce que on est devenu tortue et tempête de grêle à partir de notre enfance, donc très jeune enfance. Je pense même bien avant qu'on commence à parler, et peut-être même dans certains cas in utero. Voilà. Donc on vient, notre système nerveux se modèle différemment en fonction des expériences qu'on a eues dans la petite enfance, et donc vous devenez quelque part une tempête ou une tortue. Et j'ai vu certaines questions qui demandaient si on pouvait être l'un et l'autre. Non, en fait, généralement, vous êtes soit tempête de grêle, soit tortue, et vous allez demeurer pour cette vie. Pour répondre à ces questions, c'est qu'il y a des nuances. Souvent, quand on parle de ça, tout le monde veut savoir. Moi, je suis plutôt tortue, tempête de grêle. Il y a des nuances. Typiquement, des tortues pensent qu'ils peuvent être tempête de grêle parce qu'ils ont un côté soupolé. Effectivement, moi, si on me pousse, si mon retranchement dans ma carapace ne fonctionne pas, au bout d'un moment, je vais commencer à exploser. Ce qui peut donner l'impression que je serais tempête de grêle alors que je suis juste une tortue adossée au mur et qu'on est venu gratter dans le fin fond de sa coquille. Ouais, d'accord. Okay. Et effectivement, sur la façon dont on s'occupe de ça, Emma dit quelque chose de super important, et je suis complètement d'accord avec, c'est déjà l'acceptation de nos natures, entre guillemets. Et il y a aussi un côté qui peut paraître bizarre à dire, mais d'honorer ce système-là. Parce que c'est ça qui a fait qu'on a survécu. C'est ça qui a fait qu'on est vivant, qu'on est là, tant bien que mal. Mais ce système nous a aidés et probablement qu'on a fait le choix de ce système au niveau nerveux parce que c'était le plus efficace dans le contexte où on était. Donc, c'est pas que c'est mal. C'est juste que on n'a plus 2 ans, on n'a plus 5 ans. Et il est temps comme on dit en informatique, d'upgrader le software, de mettre à jour le logiciel. Ouais. Et c'est là où la partie, une fois qu'on l'accepte et qu'on reconnaît au moins qu'on est partenaire, parce qu'on l'est pour faire des courses, on l'est pour plein de choses de la vie quotidienne, mais on peut l'être pour apprendre à fonctionner ensemble aussi. Et on s'est attiré mutuellement justement parce que on ne réagit pas aux choses de la même manière. Il y a un certain équilibrage. Alors on a envie de s'étriper pour cette même raison et en même temps on aime notre partenaire justement parce que il y a ces différences-là. Donc c'est la richesse du couple aussi. Parce que 2 tortues ensemble, pour ceux qui sont plus anciens, qui commencent à être plus anciens comme moi, qui connaissent bien les bidochons, c'est un couple bidochon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer au niveau intimité. On peut se mettre d'accord sur du transactionnel, sur ce qu'on regarde à la télé, sur les vacances et autres, mais forcément, 2 tortues ensemble vont toujours chercher à éviter le conflit. Donc, ça veut dire qu'on va rarement gratter au niveau un peu plus intime, en profondeur. Oui. 2 tempêtes de grêle ensemble, bien sûr, peuvent être ensemble, mais ça donne des couples très instables. C'est très passionnel. Donc c'est je t'aime moi non plus, c'est on se déteste et après on fait une nuit d'amour phénoménale. Donc c'est possible. Mais c'est pour ça que la majorité des couples souvent sont avec l'un et l'autre parce qu'effectivement il y a un équilibre qui se crée. Okay. Et cette reconnaissance-là permet du coup de travailler. Et je réinsiste sur le partenariat et sur la négociation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on fonctionne, moi je suis toujours tortue. Alors, grâce à la cohérence, je dois dire que j'ai une tortue qui s'améliore. C'est-à-dire qu'il me faut des seuils de stress plus élevés aujourd'hui pour partir dans mes modes automatiques. Elle est toujours tempête de grêle. Tous les jours, comme encore aujourd'hui, je me dis, mais elle pourrait pas être plus tortue, parce que là, vraiment, à mon mère, tempête de grêle. Ça change pas. Mais au moins, je sais que c'est comme ça. Je sais que ça sert à rien de vouloir la changer, ce serait même du manque de respect. Et du coup, les systèmes qu'on a mis en place qui nous permettent de dire, OK, là, on fait une pause, on se recentre chacun, on revient,
Et puis on a plein de petits trucs derrière. Moi, je sais que je m'engage dans un certain nombre de cas à dire, OK, dans une demi-heure, je reviens et je viens de parler, moi, du problème. Donc, on transactionnalise les choses. Mais du coup, on peut rester en connexion. Et en fait, vous parlez de sécurité, parce que c'est important pour l'amygdale de se sentir en sécurité ou d'envoyer le signal à notre physiologie qu'on est en sécurité. La cohérence, bien sûr, aide à créer cet espace de sécurité dans un couple, mais tous les petits aspects transactionnels sur ces négociations de contrat qu'on a entre tortue et tempête de pelle, et qu'on peut avoir, une fois que la base de la physiologie est posée, permet de vraiment créer des sortes de conditions cadres où j'ai confiance que certaines sécurités sont en place, certains garde-fous sont en place, parce que je les ai négociés avec mon partenaire, on a pu discuter de certains éléments qui peuvent nous faire réagir, l'un comme l'autre, et comment est-ce qu'on peut se retrouver dans une forme de conciliation pour, je reviens à cette même chose, avoir de la compassion et de l'empathie pour l'autre qui ne fonctionne pas comme moi, et même inversement par rapport à mes besoins. Et ça, c'est vraiment crucial. Donc la cohérence aide aussi à pouvoir poser suffisamment la physiologie pour que je sois dans un état plus sécure pour pouvoir dire, bon, OK, moi, ce que j'aurais besoin, quand on s'engueule, justement, ça serait que tu partes pas en ignorant le problème et que tu reviennes, tu t'engages à revenir pour rediscuter du conflit, par exemple. Et on va négocier des petites choses vraiment assez précises. Et ça crée la base de sécurité. Et cette sécurité est fondamentale, parce que pour faire juste très court en une phrase, c'est à partir de là qu'on peut aussi travailler sur des choses beaucoup plus subtiles et passionnantes comme l'énergie sexuelle dans le couple, comme la sexualité de manière générale. On s'est rendu compte que si on stabilise pas cette sécurité fondamentale, faire du tantra par exemple et autres peut être assez explosif pour la vie d'un couple. Combien de couples on a vu qui se sont séparés après des stages de tantra et autres, parce qu'effectivement, on rentre dans tellement plus d'intimité, mais si j'ai pas assez de sécurité intérieure au niveau physiologique, si mon corps pouvait pas le tenir, ça, et ça fait exploser parfois. Donc, en ça, voilà, c'est pour dire que vive la cohérence cardiaque, parce que c'est une façon accessible d'aller travailler aussi en profondeur que ça. C'est rapide. Et oui, et ça, je trouve fabuleux parce que quand tu dis pourquoi une technique peut aussi bien aider une tortue qu'une tempête, c'est parce que à nouveau c'est l'amygdale qui reçoit l'information que le cœur envoie et les deux ont besoin d'être en sécurité. Juste leur façon d'insécurité ou la façon de réagir dans l'insécurité est complètement différente. Et quand on retrouve la sécurité, la tortue peut commencer à montrer sa tête et la tempête peut commencer à baisser juste un petit peu, mais jusqu'au moment où on commence à pouvoir garder la tête un petit peu sortie et avec un peu de moins de tempête dans une situation qui commence à être viable à nouveau. Et en fait, la façon la plus simple, comme vous dites, quand on dit là, time out, là, on arrête, chacun dans son coin. La première chose que vous pouvez faire, juste pour vous calmer et pour entrer dans un état de cohérence, c'est peut-être poser les mains sur cette région du cœur et commencer à porter votre attention dans cette région parce que la cohérence cardiaque se travaille avec le cœur, donc c'est bien de se connecter avec cette région et même avec son cœur. Et ensuite, imaginez que vous inspirez et expirez par cette région du cœur. Ce qu'on appelle la respiration cardio-centrée. Si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez ralentir un petit peu le rythme de respiration, mais c'est même pas nécessaire. Ce qui est important, c'est commencer à vous connecter ici. Et peut-être au début, quand vous faites ça la première fois, vous faites ça avec les yeux fermés. Et après, vous imaginez, c'est juste une question d'imagination. Vous imaginez que l'air rentre ici et qu'elle sort ici. Et déjà ça, si vous faites ça 1, 2, 3 minutes, et peut-être si vous êtes très excité, il faut prendre plus de temps. Mais déjà ça permet à vous connecter à vous-même parce que le cœur est vraiment votre centre parce que quand vous montrez de doigt sur vous-même, vous montrez pas moi je, vous montrez moi je parce que ça c'est votre centre. Donc en se connectant à vous-même,
vous vous connectez aux autres. Et pour terminer, avant les questions, j'aimerais bien vous lire, parce que Sébastien en a déjà parlé sur la sexualité. Donc, Servan Schreiber écrit, c'est même l'objectif ultime, être en cohérence pendant l'excitation de la course ou de la lutte, pendant le plaisir de la victoire, mais également face à la douleur et la défaite, et même pendant l'extase de l'amour. Les manuels de sexualité orientaux insistent sur l'importance d'ouvrir la porte énergétique du cœur par la concentration pour maîtriser et maximiser son plaisir. Sans doute les maîtres tantriques et taoïstes avaient-ils perçu bien avant qu'il existe des logiciels d'ordinateur l'effet de la cohérence cardiaque au cours de l'acte sexuel. Voilà, super, Emma et Sébastien. Donc, on aimerait encore parler beaucoup, mais je crois qu'il est temps de laisser la place aux questions, non, Mathieu? Également, merci beaucoup en tout cas tous les trois pour ces magnifiques échanges. Alors, juste avant de passer aux questions, je vois qu'il y en a déjà pas mal qui ont été posées. N'hésitez pas en tout cas à en écrire d'autres si vous souhaitez une réponse en direct. Je voulais mentionner également du coup la formation du coup de cette méthode de la cohérence cardiaque que tu as faite avec Bibouda. Et je voulais profiter du coup de ta présence pour peut-être que tu nous en dises deux mots. Je sais que c'est 6 semaines d'accompagnement. Il y a 31 vidéos avec 6 heures à peu près 30 de contenu. Et également des livrets d'exercices d'accompagnement. Mais voilà, est-ce qu'on pourrait profiter de ta présence pour en savoir un peu plus? Oui, tout à fait. Il s'agit vraiment d'un accompagnement, d'un cheminement. On commence à une prise de conscience. Quelles sont mes situations de stress? Quelles sont mes différentes émotions? Quels sont mes schémas de réaction émotionnelle? Parce que la première chose, comme aussi disait Sébastien et Emma, il faut prendre d'abord conscience de ces émotions, prendre conscience de la réaction du corps, pour ensuite apprendre non seulement à activer le frein intérieur ou à calmer l'amygdale, mais vraiment choisir quelles émotions veux-je vivre, veux-je expérimenter à différents moments. Et après, il y a d'autres techniques qu'on introduit qui permettent à améliorer, par exemple, l'intuition quand on doit poser, quand on a une décision à prendre. Donc, c'est en fait tout un cheminement pour mieux gérer son vécu émotionnel, son stress et son vécu émotionnel. Donc, c'est beaucoup plus que juste apprendre à respirer parce qu'effectivement, en 6 semaines, ça serait très long, mais c'est beaucoup plus, c'est des techniques on vous accompagne à intégrer toutes ces techniques dans vos quotidiens pour, par la suite, mieux gérer votre stress et vos émotions et mieux être en couple, en famille et passer plus facilement avec plus être plus à l'aise dans les moments difficiles de la vie. Et je crois les semaines et mois à venir, on aura tous besoin d'être capable à réguler nos émotions. Complètement. Voilà, en tout cas, pour tous ceux qui ont été intéressés par cette thématique, Bibouda du coup fait une promotion cette semaine-ci jusqu'à seulement dimanche où la méthode du coup de cette formation sur la cohérence cardiaque est au tarif de 148 € au lieu de 247 et ce jusqu'à dimanche. Du coup, nous allons passer maintenant à toutes nos questions. Alors, j'en ai déjà noté quelques-unes sur le papier et je vois que ça commence à venir encore plus. Alors, du coup, je vais commencer par celle que j'ai déjà notée. Alors, on en avait une première, donc bon, sachant que ça revient un petit peu surtout, à vous de voir qui veut et souhaite y répondre. Il y en a qui étaient déjà posés au début, mais voilà, on va faire en sorte de satisfaire tout le monde. On verra comment on peut faire. Donc la première venait de Anaïs. Quel est le meilleur rythme de respiration pour regagner rapidement de l'énergie? Celui de laquelle vous vous sentez le mieux. Donc, si on peut mesurer, si on travaille avec un logiciel, on peut voir avec quel rythme on obtient la meilleure cohérence. Pour la plupart des gens, c'est effectivement ce qu'on appelle le rythme de cohérence, c'est inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Néanmoins, pour moi, je suis assez grand, j'ai des grands poumons, du coup, pour moi, c'est plutôt 6 secondes. Et 6 secondes, pour d'autres, ça peut être 4 secondes. Et 4 secondes, là, il faut faire un essai. À rajouter quelque chose, Sébastien, Emma? Oui, on observe la même chose. 5, c'est on se trompe pas trop pour démarrer. Ouais. Évite à 6, 7. Je me rends compte que si je suis trop long, c'est un peu contre-productif. Donc, j'essaie de rester aux environs de 6. Et je vois que beaucoup de gens, surtout au début, parce qu'ils ont tellement de tension, diaphragme, etc., ils peinent déjà à faire 4. Ouais.
5, mais 4 déjà, c'est pas mal. Hein. Oui, tout à fait, c'est pas mal. Alors, on continue. On avait Nathalie. Comment apprendre à freiner cet hypothalamus en cas de colère ou de sentiment d'injustice? Rainer? Oui, mais en fait, c'est l'exercice le premier exercice que je viens vous décrire, donc la cohérence la respiration cardio-centrée, qui permet en fait à tourner ou changer le schéma du rythme cardiaque. Et du coup, si on entre plus dans un état de cohérence cardiaque, ce schéma est communiqué au cerveau, surtout au cerveau émotionnel, et je dirais, peu importe l'origine de votre émotion, parce que tout ce qui se passe, même l'injustice, il y a quelque chose, il y a une partie en nous qui dit, donc l'injustice fait que je suis pas en sécurité. Donc c'est ce que disait Sébastien Emma, la sécurité c'est vraiment fondamental. Et quand j'ai une émotion dite négative, désagréable, il y a quelque chose qui attaque cette sécurité. Et donc, il faut toujours d'abord retrouver cette sécurité avec la communication cardio-centrée. Sébastien Emma, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ou... En tout cas, je pense que c'est vraiment la première étape qu'on conseillera, c'est aussi travailler déjà avec cette respiration cardio-centrée. Mais une fois que ça s'est posé, on peut aller beaucoup plus loin. Bien sûr. L'injustice est souvent un mélange de plusieurs émotions. Et de commencer à amener du discernement sur ce mélange-là, d'arriver à repérer qu'effectivement, il y a de la colère, mais il y a sans doute peut-être aussi de la peur qui se mélange, et puis peut-être même de la tristesse. Bref, d'un seul coup, on peut commencer à dénouer un peu plus le nœud, mais là, on commence à remonter vraiment plus loin. Déjà respirer, rien que par le mécanisme physiologique, hein, on va déjà rééquilibrer les choses. Tout à fait. C'est vraiment le meilleur point de départ. Enfin, moi, aujourd'hui, je ne saurais pas faire autrement. Ouais. Et moi, ce que je constate, c'est aussi ce qu'on fait dans nos séminaires. Par exemple, on fait un exercice que les gens se mettent en colère. Ils pensent à quelque chose qui les met en colère, hein, et ils notent leurs pensées. Ils notent même il y a des réactions physiologiques. Ensuite, ils font 2-3 minutes d'exercice de respiration cardio-centrée. Et après, ils pensent à la même situation. Ils notent à nouveau leurs pensées. Et ce qui est formidable, quand dans cette situation, souvent dans la colère, il y a d'autres personnes qui font partie de la situation. On commence à voir aussi pourquoi l'autre personne réagit comme elle réagit. Et dans ces situations d'injustice, c'est ma façon de juger. Et peut-être l'autre personne, elle a aussi ses raisons. Et donc, on peut plus facilement entrer en contact parce que là, on ouvre les yeux sur la situation dans un état beaucoup plus neutre qu'avant. Alors, on continue. Emma, j'avais une question pour toi parce que tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Alors, je vois qu'elle est encore posée. Donc, c'est Cécile en l'occurrence et d'autres personnes qui demandaient est-ce qu'on peut alterner entre tortue et tempête? Tu as déjà répondu, mais du coup, je pense que tu peux peut-être nous le répéter une deuxième fois. Alors effectivement, donc non, on est soit tortue, soit tempête de grêle, parce que cette manière, on façonne en fait notre système nerveux, et du coup, la manière dont on va privilégier soit le système sympathique, soit plutôt la branche parasympathique face à une tension émotionnelle. Tout ça, ce modèle, on commence à se façonner déjà dans la toute petite enfance. Et du coup, voilà, on est soit tortue, soit tempête de grêle. Maintenant, ça peut être des fois difficile de pouvoir identifier si on est tortue ou tempête de grêle, parce qu'on peut avoir certaines idées préconçues de ce qui serait une tortue ou une tempête de grêle. Sébastien vous donnait l'exemple de se dire, mais voilà, il y a des moments où moi je suis explosif, je dois être une tempête de grêle, et en fait c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc voilà, donc des fois on a l'impression qu'on peut varier entre une tempête de grêle et une tortue en fonction des situations ou des personnes, mais en fait souvent c'est vraiment généralement pas le cas. Et une façon de reconnaître, basique, c'est déjà la sensation énergétique. C'est-à-dire que la tempête de grêle, qu'elle dise quelque chose, quoi qu'elle fasse, on peut très vite sentir que face à un stress, un danger, un conflit,
l'énergie va d'abord monter. Ça va vite monter dans la tête. C'est-à-dire que tout va s'accélérer dans la tête. Chez la tortue, c'est plutôt une descente d'énergie. Donc la tortue va se sentir abattue, avoir moins d'énergie, avoir qu'une envie qui est que ça s'arrête cette histoire, quoi. Voilà, qui est l'expression d'un vide d'énergie. Et après, il y a plein de formes. Hein. Il y a des tortues qui sont très douées pour donner l'impression qu'elles sont en tempête de grêle, parce qu'elles vont parler beaucoup, mais en fait, elles ventilent. C'est creux, il n'y a pas grand-chose derrière. Alors que la tempête de grêle va arriver de manière un peu plus laser en disant ta 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 ta, pourquoi t'es ça, ta ta ta, enfin voilà, beaucoup plus méthodique parce que tout est dans le mental. Donc les formes d'expression varient, mais basiquement cette montée d'énergie, elle est assez révélatrice quand même de la tendance qu'on va avoir. D'accord. Du coup, d'où la question de Olivier et Philippe, comment on peut savoir ce qu'on est? Est-ce qu'on est tempête de grêle ou tortue? Est-ce qu'on peut faire un test? C'est vous qui nous le dites? Il y a quelque chose en ligne? Est-ce que, enfin, quelle est la réponse? C'est nous qui le disons. Il n'y a pas de test. Non. Il arrive, en tout cas avec les couples, parce que parfois il y a des incompréhensions, qu'on met un petit peu de temps à les aider à décrypter. Mais là je parlais d'énergie, parce que souvent en général il y a une espèce de consensus quand même là-dessus. Si on pose juste la question quand il y a conflit, est-ce que vous avez plutôt l'impression que ici ça s'accélère beaucoup, ou au contraire qu'il y a un retrait ou un peu abattement ou ralentissement ou confusion, tout ce mode d'expression, toutes ces expressions d'un manque d'énergie, souvent on arrive à le repérer. Les tempêtes de grêle très vite vont repérer. Dans moi, tout monte. Il prend plus de place. Il y a vraiment le côté, la tempête de grêle, il y a vraiment un côté, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on appelle ça la tempête, c'est vraiment, ça monte, ça prend de la place. Alors qu'effectivement, la tortue, quand la tempête monte, parce que du coup, on danse ensemble, hein, quand la tempête monte, la tortue va immédiatement plutôt avoir une énergie de retrait, quelque chose qui va un petit peu plus aller vers un effondrement progressif, de la confusion progressive. Et puis, plus la tortue fait ça, plus la tempête de grêle se sent en danger, parce que du coup, il y a tout un mécanisme, toute la danse se met en place, donc elle prend encore plus de place, elle s'énerve encore plus, ça devient encore plus mental, et puis ça essaye de choper la tortue dans ses inhérences. Donc voilà, donc il y a toute une danse en fait qui se met en place, et on arrive à identifier qui est plutôt tortue et qui est plutôt tempête de grêle dans une conversation. En fait, on pose des questions sur, ok, si vous devez décortiquer comment se passent vos conflits habituels, voilà, qui demande de parler du problème, qui se sent plutôt comme ci, qui se sent plutôt comme ça, et puis ça nous permet, et ça permet en fait généralement, naturellement au couple de s'identifier tout seul en disant ah mais clairement moi je suis tortue ou clairement t'es la tempête. Donc voilà, c'est vraiment dans une discussion où on peut poser plusieurs questions qui permettent d'aider les personnes à savoir si c'est plutôt tempête ou tortue. D'accord. Alors on continue. Rainer, la question sera pour toi. J'en ai deux sur les amygdales. L'amygdale réagit-elle aussi aux montées d'adrénaline? Ça sera la première, je te poserai la seconde juste après. C'est le contraire, c'est l'amygdale. Important, pas confondre les amygdales ici avec les amygdales dans la tête. Hein, c'est pas les mêmes. C'est suite à la comparaison, l'activité, l'amygdale qui compare ce qui se passe de l'extérieur, les informations qui viennent avec les mémoires émotionnelles. C'est là où elle déclenche la réaction de stress. Et la réaction de stress, surtout quand c'est avec le sympathique. Le sympathique, c'est activé par l'adrénaline. C'est pas l'adrénaline qui active l'amygdale, c'est le contraire. D'accord. Donc je pense que ça répond directement à la question et la personne s'est peut-être trompée ou c'est peut-être moi. Mais si l'amygdale et la mémoire émotionnelle, que se passe-t-il si on y a été opéré? Oui, mais justement, là, on n'enlève pas celle-là là-haut. C'est ça, on enlève, mais pas celle-là là-haut. On est d'accord. Ouais. Alors, du coup, on continue les questions. Donc, ça, c'est celle que j'avais notée jusque-là. Maintenant, on en a pas mal qui viennent de tomber. Donc, question, Béatrice, cette méthode est-elle facile à utiliser auprès des personnes présentant des troubles cognitifs si cela n'a pas été expérimenté avant l'apparition des troubles par cette personne? Je laisse la place au psychologue.
Oui, alors, c'est une question où c'est difficile de répondre à l'absolu parce que quel trouble cognitif, quel degré et quelle sévérité. Mais d'une manière générale, à partir du moment où il y a interaction, compréhension de consignes, même si c'est des consignes simples qui sont respire en même temps que moi, il n'y a pas de souci. Au contraire, même avec tout type de public, y compris des gens qui auraient des problèmes dégénératifs ou des troubles cognitifs, y compris des jeunes enfants d'ailleurs. Hein, c'est juste pour montrer qu'il n'y a pas besoin de mentaliser de manière parfaite pour faire de la cohérence, parce que c'est avant tout de la respiration et du ressenti. Donc, même si ça n'a pas été testé avant, s'il y a compréhension des consignes suffisante, ou modélisation, c'est-à-dire pouvoir au moins suivre un rythme avec quelqu'un, je dirais pas de souci, au contraire. Ouais. Ouais. D'accord. Et là, ce que je rajouterais, en fait, on va dans pratiquement tous les maladies chroniques et souvent aussi quand on a un problème cognitif qui peut arriver plus tard par une maladie chronique, on voit que la variabilité cardiaque est réduite. Et la variabilité cardiaque réduite, donc c'est l'amplitude de ces battements de cœur, de ces changements dans le schéma cardiaque. Avec la cohérence cardiaque, si on applique ça régulièrement, on augmente la variabilité cardiaque. Donc, c'est même aussi quelque chose qui peut stabiliser l'évolution d'une maladie chronique ou même prévenir des maladies chroniques. Donc, et là, pour moi, où je dis, là, c'est la respiration, comme Sébastien disait, c'est là où la respiration est très importante. Ça veut pas dire qu'il faut faire ces exercices de respiration devant l'ordinateur. Ça peut être dans certains cas super utile et super important comme base et même comme le meilleure intervention qu'on peut faire. Sur ce quoi je veux insister juste, c'est il faut pas s'arrêter là pour beaucoup de personnes parce que ça nous permet pas à vraiment changer nos schémas émotionnels et pour changer vraiment l'état émotionnel. D'accord. Petite question peut-être pour une réponse rapide concernant la respiration. Vous aviez dit inspirer, expirer. Est-ce qu'il faut bloquer l'air quand on inspire? Il faut les 5 secondes. Est-ce qu'on la maintient et on l'expire ou est-ce que c'est en continu Donc la respiration de cohérence cardiaque, c'est vraiment si on continue. Et il y a aussi inspiration et expiration avec dans le même intervalle. D'accord. Alors on a Catherine. Comment calmer le spasme du diaphragme pendant les respirations? Pardon, je n'ai pas compris la question. Le spasme de diaphragme pendant la respiration. Est-ce qu'il y a un moyen pour calmer ça? Je sais pas si la question te parle. Le spasme des diaphragmes. Probablement qui fait des petites, des petits spasmes, des micro-contractions comme ça. Oui. Si c'est ce cas, alors, première chose, je dirais déjà tant mieux, au moins il y a du mouvement dans le diaphragme. Parce que bien souvent c'est le problème inverse, c'est-à-dire que le diaphragme est tellement verrouillé que c'est plus compliqué, il faut vraiment remettre du mouvement dedans. Et puis, c'est dur de répondre toujours pareil dans l'absolu, je dirais. Intuitivement, j'aurais tendance à penser, ou de ce que j'observe, c'est que les spasmes respiratoires ont tendance à se calmer avec un peu de pratique, parce que justement, le système nerveux a tendance à se calmer, justement. Ouais. Et d'insister peut-être beaucoup plus sur la respiration avec le ventre dans ce cas-là aussi, pour ramener un mouvement du diaphragme un peu plus ample. Ouais. Probablement pourrait aider dans le cas des spasmes du diaphragme. Et je rajouterais, des fois, ça peut être aussi lié à des blocages des vertèbres. Donc, ça peut être aussi intéressant d'aller voir peut-être un chiropraticien ou un ostéopathe pour voir un petit peu est-ce qu'il y a un blocage au niveau de la colonne vertébrale qui encore affecte le mouvement du diaphragme. Même ce qu'on a vu en l'ostéopathie, quand on a un problème de l'estomac, par exemple, qui peut irriter le diaphragme, qui peut aussi mener à de ces sortes de tensions. Donc, ça peut être très complexe. Donc, la relation peut aider, mais c'est pas le remède pour tout et le seul. Donc, des fois aussi, il faut voir au niveau physique si on peut aussi faire quelque chose. D'accord. Alors, on continue. On a Muriel. Combien de temps en minutes de respiration cardio-centrée est nécessaire pour réguler une émotion? Entre 1 et 10, et 15 et 20 et ça dépend de l'intensité, ça dépend de la personne. Il n'y a pas de choses fixes. Et en fait,
la respiration cardio-centrée, ça c'est une entrée. Ensuite, quand on entre plus en profondeur dans la méthode HeartMath, c'est on remplace une émotion moins souhaitée par une autre. Donc, on rajoute après une émotion agréable. Donc, ça aussi a un impact. Donc, il y a tout un processus après qu'on peut appliquer pour rester plus longtemps dans cet état, mais ça dépend beaucoup de l'expérience et de l'intensité de l'émotion. Mais ça peut, en 30 secondes, hein, si on est vraiment habitué à faire ça régulièrement, en 30 secondes, on peut faire quelque chose. Et je dirais, ce qui pour moi était le plus grand challenge, c'était réaliser quand mon train émotionnel commençait à accélérer. Parce que quand ça commence, là, je peux freiner plus facilement. Quand le train est à fond, dans un TGV qui est à fond, c'est beaucoup plus difficile à calmer ce train. Donc, il faut vraiment, et c'est pour ça la pleine conscience de prendre conscience de ce qui se passe et de mieux se connaître est très important pour arriver à réguler très vite et avant que la tortue entre dans la carapace où la tempête commence à exploser, c'est à ce moment-là il faut commencer tôt à réguler. D'accord. Alors on a Laetitia. Pour les maladies chroniques, si nous pratiquons régulièrement cette méthode, pouvons-nous vivre une nette amélioration avec le temps et si oui, en combien de temps? C'est toujours pareil, on peut jamais dire combien de temps ça dure. Ce qui est clair, c'est que le stress chronique mène à une réduction de la variabilité cardiaque. Stress chronique, c'est aussi la partie parasympathique qui est moins efficace et la partie parasympathique est celle qui répare et qui guérit. Donc, il faut l'entraîner. Après, combien de temps ça dure et à quel point c'est efficace, ça dépend de beaucoup de choses différentes. Donc, personne dira, même je demande à Roland McCready, le chef chercheur de HeartMath, il pourra pas dire non plus. C'est complètement, ça dépend complètement de la personne, des circonstances. Là, je me lancerai pas. Je sais pas, Emma et Sébastien, vous direz quoi de votre expérience? La question me faisait penser, ça rejoint ce que tu dis, il y a beaucoup d'autres dimensions. Ça me fait penser à Joe Dispenza qui travaille beaucoup sur le développement des processus d'auto-guérison naturels en fait qu'on a, en amenant lui beaucoup la cohérence cérébrale, lui il va parler. Bon, aujourd'hui il introduit, je crois presque toutes ses méditations par de la cohérence cardiaque d'abord, mais voilà, après, on va sur un autre plan aussi, et probablement, pour parler même de guérison ou de rémission, il faut intégrer d'autres plans, peut-être que de la cohérence cardiaque. Après, d'expérience, j'ai vu des gens qui venaient pas forcément me voir pour ça, mais qui avaient certaines maladies chroniques, où j'ai noté une corrélation entre l'amélioration et la stabilisation de leur état, avec la pratique régulière, en introduisant juste de la cohérence rapide, enfin, technique assez simple de cohérence cardiaque. Ouais. J'ai pu l'observer. Ouais. Et je crois ce qui est très important, c'est de se dire, j'ai quelque chose, je peux faire quelque chose. Après, à quel niveau et combien de temps ça durera, ça c'est une autre chose, mais il faut commencer à pratiquer et après, parce que si on entre tout de suite, mais il faut si au bout de 4 semaines je n'ai pas réussi, je vais l'arrêter. Mais ça veut pas forcément dire quelque chose. Hein. C'est vraiment les petits pas qui vont, dans la durée, faire des grands changements. D'accord. Alors, j'ai encore une ou deux questions à poser avant de mettre fin à ce webinaire. Alors, on avait Claude qui nous disait si, du coup, cette méthode, à travers la formation que tu proposes avec Bibouda, pouvait aussi permettre, alors en l'occurrence, elle a des problèmes apparemment de rumination négative de la veille, des jours du passé. Est-ce que cette méthode de cohérence cardiaque peut mettre fin justement à ces pensées négatives, peut-être incontrôlables? Mais la première chose, déjà,
de commencer à se connecter à son cœur. Et bon, je t'invite à le faire, en fait. Et déjà, essayer, est-ce que pendant au moins 1 ou 2 secondes, tu arrêtes la rumination, comme le ruminer, c'est ça, tu arrêtes de ruminer. Et après, ça peut recommencer, mais est-ce que pour 1 ou 2 secondes, tu peux faire un petit break? Et si tu fais un petit break pendant 1 ou 2 secondes, ça montre que tu es capable. Ensuite, c'est juste l'entraînement. Après 2 secondes, c'est peut-être 3 secondes. Mais en fait, c'est ça l'idée, c'est de plus en plus se connecter à son cœur qui permet justement de quitter un petit peu sa tête et se connecter là où on est vraiment nous-mêmes. Voilà. Oui. Et je rajouterais, par rapport à ce que tu as dit, Rainer, que typiquement, j'accompagne des personnes qui sont en situation de burn-out et souvent accompagnées de troubles anxieux assez forts. Et donc, il y a souvent des ruminations importantes. Et moi, j'utilise 2 outils en combinaison et généralement, les 2 créent une sorte de cercle vertueux par rapport aux ruminations. La cohérence en étant un. Et je dirais que généralement, mes clients ont vraiment une amélioration nette des ruminations en 3-4 semaines. Et souvent, je combine ça avec de l'EFT. S'il y a vraiment du nettoyage à faire en termes de pensées parasites récurrentes, à ce moment-là, combiner la cohérence cardiaque avec de l'EFT, ça a vraiment des effets assez rapides et importants, particulièrement sur le fait d'avoir des ruminations, des pensées persistantes. Vraiment, ça aide énormément. Ouais. Parfait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va mettre un terme à ce webinaire. J'ai une toute petite dernière question à Sébastien et Emma. Donc, comment est-ce qu'on peut vous trouver si on veut savoir plus sur comment vous travaillez? Et est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a la possibilité, si un couple veut travailler avec vous, est-ce qu'il y a un entretien auparavant ou comment ça se passe? Oui, alors tout d'abord, on a un site internet classique avec les coordonnées qui s'appelle coaching-couple au pluriel.com, coaching-couple.com. Ensuite, on travaille donc, comme on disait, sous format de 2 jours. En général, il y a une première séance quand même au moins de 2 heures avant, ne serait-ce que pour les couples, pour se sentir s'ils sont suffisamment en confiance pour partir dans l'aventure avec nous. Mais où déjà on va aussi donner un certain nombre d'outils. Et ensuite, on est sur 2 jours complets. Il y a des fois des questions sur l'emplacement, etc. Aujourd'hui, on le fait en présentiel, en tout cas les 2 premiers jours. On apprend comme une retraite, un cadeau que le couple peut se faire aussi, prendre 2 jours en dehors de ce quotidien, éventuellement à faire quelques centaines de kilomètres pour venir visiter une belle région plein de vignes. Donc ça, c'est une option. Et ensuite, après, par contre, on peut continuer à faire du travail, y compris à distance, parce que les gens auront la technologie, entre guillemets, expérimentée qui aura été faite. Et quel que soit aussi le lieu où ils habitent, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des gens qui sont allemands, hollandais, israéliens, enfin voilà. C'est assez vaste, mais on insiste pour l'instant encore, on n'a pas encore franchi le pas du pur 2 jours online. Il y a tellement de choses qui se jouent quand on arrive à être en physique que on hésite. Et je comprends, je suis entièrement d'accord. Moi, je fais beaucoup de séminaires maintenant en ligne. C'est très bien. Au même temps, il y a quelque chose qui manque. Et déjà, je sens pas ce que le champ électromagnétique du cœur émet comme information, on l'a pas. Et donc déjà, ça c'est fondamental. C'est pour ça je vous encourage, même Corona ou qu'est-ce qui se passe, si vous pouvez garder ça, ça rajoute vraiment beaucoup de qualité. Je suis certain. Parfait. En tout cas, voilà, si vous voulez joindre Sébastien et Emma, coaching-couple.com. Si vous êtes intéressé par la thématique de la cohérence cardiaque, il y a la formation du coup de Rainer en promotion jusqu'à la fin de la semaine. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, messieurs, dames, merci
à vous pour avoir été aussi brillant pendant cette heure et demie. Merci. Merci beaucoup. Pour l'accueil brillant. Absolument. C'est parfait. Et ben, du coup, à une prochaine, en tout cas, au plaisir, et merci beaucoup pour ce webinaire. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. À tout le monde.